Alors, bienvenue à tous. L'enregistrement est commencé aussi. Alors, juste pour vous dire que on a le très grand plaisir d'accueillir deux collègues du Centre de recherche du CHUM, c'est-à-dire Catherine Régis et Jean-Louis Denis. Je vais faire une présentation brève de leurs nombreuses réalisations, d'une part, et ensuite de ça, on va enchaîner avec la présentation qu'ils vont nous offrir. Et il y aura une période de 15 à 20 minutes pour les échanges et les questions. Donc, préparez vos questions. Vous pourrez utiliser le bouton chat ou clavardage pour inscrire vos différentes questions. Alors, Catherine Régis, elle est professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et elle est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la culture collaborative en droit et politique de la santé. Elle est co-responsable du Hub Santé, Politique, Organisation et Droit, qui est ici au Centre de recherche du CHUM. Elle est co-responsable avec Jean-Louis, bien entendu. Et elle est également chercheuse au Centre de recherche en droit public et au CRCHUM, elle est chercheure associée. Elle est aussi membre de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique en santé, du numérique tout court, pardon. Jean-Louis Denis, il est professeur titulaire au département de gestion, évaluation et politique de santé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Il est aussi titulaire d'une chaire de recherche du Canada qui porte sur le design et l'adaptation des systèmes de santé. Il est chercheur régulier au Centre de recherche du CHUM et il co-dirige avec Catherine le Hub Santé, Politique, Organisation et Droit qu'on connaît sous le nom de HPOD. Alors, son expertise est bien reconnue dans le domaine de la gestion et de l'organisation et de la gouvernance des systèmes de santé. Il est membre de la Société royale du Canada. Il est fellow de l'Académie canadienne des sciences de la santé. Et en 2019, il a été nommé fellow du UK Academy of Social Sciences pour sa contribution exceptionnelle au domaine des politiques et de la gestion de santé. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de les entendre parler du leadership et de l'Organisation mondiale de la santé dans le temps de la pandémie. Alors, on a très hâte d'entendre parler des résultats du projet qu'ils ont réalisé ensemble. Alors, bienvenue à Catherine et bienvenue à Jean-Louis. Je vous cède la parole et je vais maintenant fermer mon micro et ma caméra pour revenir un petit peu plus tard quand ce sera la période de questions. Merci, Lise. Je vais juste faire un petit mot d'introduction sur le HPOD. Je vais d'abord remercier le CRCHUM pour son appui financier au HPOD, mais son appui aussi moral d'avoir trouvé que c'est une bonne idée de le créer. En un mot, le HPOD vise à développer des recherches transdisciplinaires et comparatives sur le renouvellement d'institutions qui ont un rôle fondamental dans nos sociétés de la santé, mais aussi de plus en plus l'idée de comparer éventuellement avec la justice et d'autres secteurs. La présentation qu'on va vous faire aujourd'hui touche le rôle de l'OMS en contexte de pandémie. Ce sont des résultats très, très, très préliminaires d'un projet qui est subventionné par le CRSH et qui est à ses débuts. Et on a saisi l'occasion de la COVID-19 pour faire un petit détour et se focaliser là-dessus pendant quelques mois, si je peux dire. Peut-être juste diapo suivante, je vais faire le plan, puis je te laisse la parole, Catherine. Voilà. Donc, la présentation va être en 4 points et vous allez voir, Catherine va tout vous faire une introduction, un quick fix 101 sur le rôle de l'OMS, qu'est-ce que cette agence internationale peut faire, ne peut pas faire, ses prérogatives, et ainsi de suite. Elle va décrire le projet de recherche en cours et ensuite, je vais vous parler d'un certain nombre de résultats préliminaires et on va se partager la conclusion. Catherine, c'est à toi. Parfait. Alors, merci et bonjour à tous et toutes. Juste mentionner aussi que c'est un projet, comme l'a mentionné Jean-Louis, préliminaire. Là, on a obtenu la subvention récemment, mais c'est aussi un projet qui est fait en équipe avec, évidemment, Jean-Louis, mais aussi Myriam Cohen et Pierre Larouche, qui sont des professeurs à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, et aussi une chercheuse postdoctorale, Stéphanie Cadedu, et Gaëlle Foucault, qui est une chercheuse doctorale.
Donc voilà, il y a 4 grands termes, comme Jean-Louis a mentionné. On va commencer par quelques remarques introductives sur l'Organisation mondiale de la santé. Tout d'abord, l'Organisation mondiale de la santé, c'est la seule organisation intergouvernementale internationale dédiée à la santé. Donc, elle a vraiment un rôle unique de gouvernance globale en santé. Et c'est aussi une des seules institutions qui peut vraiment représenter l'intérêt public dans le domaine de la santé mondiale. Elle a un très large mandat qui est celui d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. C'est évidemment très large. Et aussi considérant que la santé couvre plusieurs domaines et responsabilités, c'est vraiment une institution qui se retrouve probablement avec un des mandats les plus larges dans le domaine des organisations internationales, ce qui est une opportunité, mais aussi un défi pour elle. Elle a en outre le mandat, et vous l'avez bien vu notamment dans les nouvelles récemment, mais de coordonner les efforts mondiaux en temps de pandémie. Et elle s'appuie principalement sur une de ses actions normatives, une de ses règles, qui est celle du Règlement sanitaire international qu'on appelle affectueusement le RSI souvent. Et ce règlement sanitaire qui ancre vraiment la plupart des décisions, des actions que l'organisation a prises récemment. Le but de ce règlement, c'est de prévenir, maîtriser la propagation internationale de maladies et aussi d'y réagir par une action de santé publique qui est proportionnée. Et ça, c'est vraiment au cœur de l'action de l'OMS en temps de pandémie et qui explique certains gestes et certaines réserves qu'elle peut avoir. Et c'est que cette proportionnalité doit vraiment essayer de tenter de limiter les entraves inutiles qu'il pourrait y avoir au trafic et au commerce internationaux tout en promouvant des objectifs de santé publique. Donc, c'est vraiment en tension avec ces deux objectifs et c'était une condition importante pour les États lorsqu'ils ont adhéré au RSI de garder en tête de proportionner son action à l'égard de ces différents critères. Parmi les pouvoirs de l'OMS, l'organisation en a différents. Elle a d'abord un pouvoir d'action humanitaire. On le voit parfois, elle se déploie, elle offre des services techniques, des ressources aux pays qui en ont besoin, notamment en temps de crise. Mais aussi, elle a un pouvoir très important comme organisation intergouvernementale internationale, un pouvoir d'action normative. Elle s'appuie, entre autres, sur le droit public international pour élaborer des normes qui sont destinées aux États. C'est vraiment son public, c'est les États. Elle peut à la fois développer des normes qui sont contraignantes, et on parle surtout de conventions et de règlements, mais aussi des normes qui sont non contraignantes, qui sont plus de l'ordre des recommandations, des standards, ce qu'on appelle en droit souvent le hard law versus le soft law. Et c'est une distinction classique en droit public international. Alors que les normes contraignantes ont pour but de forcer l'action, c'est vraiment plus obligatoire et il y a des considérations d'élaboration un peu plus rigoureuses là, dans ces normes. Les actions non contraignantes visent surtout à inviter les États à agir, c'est plus de la recommandation, mais pour s'appuyer sur différents travaux, dont certains que j'ai menés plus récemment, on voit bien que peu importe la distinction entre les deux, les normes contraignantes ou non, ont des impacts en droit interne, ont des impacts sur l'action des acteurs, indépendamment de cette distinction. Mais quand même, il y en a une sur le plan formel. Dans les exemples de recommandations, de normes contraignantes, il y a le RSI qu'on vient de mentionner, donc qui est vraiment obligatoire. Il y a aussi la Convention cadre pour la lutte anti-tabac. Le Canada avait joué un rôle important là, dans l'élaboration de cette convention. Et dans les normes plus soft là, les recommandations et les non contraignantes, il y a le Code, par exemple, international de commercialisation des substituts du lait maternel. Aussi, l'action normative de l'OMS, elle est assez distinctive en ce sens que c'est un système de retrait d'opt-out pour l'adhésion aux normes de l'OMS. Donc, les États qui sont membres de l'OMS, en principe, adhèrent aux normes de l'OMS et jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à temps que les États choisissent de ne pas le faire. Donc, c'est vraiment une adhésion de principe. Parmi les moyens dont dispose l'OMS, elle en a peu ultimement, là, notamment pour des considérations de droit international et de souveraineté des États. Parmi les moyens à sa disposition pour assurer que les États respectent son ensemble de recommandations normatives, c'est surtout une modalité d'imputabilité basée sur des rapports. Les États, en fait, font état des progrès ou non réalisés dans l'accomplissement des normes élaborées par l'OMS.
Quelques remarques introductives encore sur l'OMS. Parmi ces défis contemporains, puis je pense que ça a bien sorti récemment dans les médias, notamment la prise de position publique de différents présidents. Trump le fait d'une manière assez patente et clairement des défis pour une organisation qui date de nombreuses années, qui a vraiment été élaborée après la Deuxième Guerre mondiale. Mais parmi ces principaux défis qui caractérisent l'organisation, il y a certainement celui de son financement. Il y a eu beaucoup de diminution de financement de l'organisation, particulièrement quant à ses contributions fixées. L'Organisation mondiale de la santé, finalement, se finance par principalement deux types de contributions. Les contributions fixées qui sont basées sur les revenus et les populations des pays. Donc, chaque État qui est membre doit payer un montant fixe qui est proportionné à ses critères. Mais il y a aussi des contributions volontaires. Les États, en fait, peuvent choisir de donner du financement en fonction de priorités bien précises qui, généralement, correspondent davantage à leur agenda, leurs préoccupations. Ce qu'on a vu au fil des années, c'est que les contributions fixées, qui sont vraiment l'argent de base qui donne une marge de manœuvre à l'OMS, qui finance ses programmes où elle peut l'utiliser un peu en fonction de ses priorités, a beaucoup diminué au profit des contributions volontaires. Et là, ça amène une plus grande emprise des États, surtout les États qui financent davantage, sur l'action de l'OMS, sa capacité d'élaborer des priorités. Et aussi, les contributions fixées, l'avantage que ça a, c'est vraiment de garder une plus grande indépendance par rapport au conflit d'intérêts et justement cet agenda politique que peuvent avoir certains États en limitant la base de contribution vraiment limitée. Alors, voilà, ça c'est un défi important. Puis on l'a vu aussi avec le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Les États-Unis sont le pays qui finance le plus l'organisation. Ça va vraiment encore plus affaiblir ultimement l'organisation. Un autre défi contemporain, c'est le manque de pouvoir de l'organisation. Ultimement, elle a très peu de moyens, l'OMS, de forcer l'exécution de ses normes. C'est beaucoup basé sur le volontarisme. À partir du moment que les États ne respectent pas la responsabilité d'envoyer les rapports, de respecter les normes, il y a peu de choses que l'organisation peut faire. Et aussi, elle est contrainte par la souveraineté des États. Par exemple, l'OMS ne peut pas décider de s'inviter d'emblée sur un territoire en Chine, au Canada ou ailleurs pour dire « je veux voir ce que vous faites, je veux de l'information ». Il faut que l'État invite. Et aussi, un défi particulier pour l'OMS, contrairement à d'autres organisations internationales, par exemple, c'est qu'elle n'a pas de mécanisme adéquat de résolution de conflits qui permettrait justement d'entendre les conflits entre les États et d'ultimement de forcer une décision, de rendre une décision qui rendrait finalement obligatoire ou qui forcerait les États à coopérer. Pardon, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, dans ces autres défis contemporains, il y a l'adaptation de l'organisation. Comme je l'ai mentionné, elle date quand même de quelques années, sa capacité de se déployer ou d'évoluer avec les nouvelles considérations peut représenter un défi. Ce qui a été mentionné à différentes reprises, c'est que l'OMS aurait besoin d'une structure plus indépendante. C'est une grosse organisation, elle est aussi assez décentralisée à certains égards, mais quand même, on aurait besoin d'avoir dans tout cet appareil assez vaste des structures plus indépendantes qui seraient à l'abri des feux croisés géopolitiques des États et qui permettraient à l'organisation, sur certains aspects du moins, de uniquement agir sur la base des meilleures données scientifiques, de donner plus de pouvoir finalement à l'autorité scientifique de prendre des décisions qui peuvent avoir un impact sur les États. Aussi, son adaptation en temps de crise, le besoin de l'adapter régulièrement, il y a eu l'Ebola, il y a eu d'autres crises. C'est surtout lors de sa gestion de crise que l'OMS devient très vulnérable, qu'elle est ouvertement critiquée. Donc, il y a clairement une façon de travailler qui serait plus adaptée à développer. Donc, ça, c'est un aspect important en temps de crise, adapter son leadership à cette réalité. Et aussi, elle a besoin d'une reddition de comptes accrue, ça a été mentionné à différentes reprises, donc d'être plus imputable de son action comme organisation, l'impact de ce qu'elle fait, notamment sur le plan normatif, la transparence, l'absence de conflit d'intérêts sont des enjeux qui ont été soulevés. Si ça vous intéresse, c'est vraiment couvert très rapidement. Et si ça vous intéresse d'aller plus loin, il y a deux références ici. Un, c'est un podcast, un balado, et ensuite un petit article que Jean-Louis et moi avons écrit. Maintenant, c'est considération un peu générale mentionnée sur l'OMS.
j'aimerais vous parler du projet de recherche sur le leadership normatif de l'OMS. Donc, c'est vraiment le volet plus large du projet de recherche sur lequel on travaille et qui est financé par le CRSH. Et ensuite, Jean-Louis va vous parler plus précisément du projet COVID-OMS qu'on a fait, en fait, ressortir considérant le contexte d'actualité. Mais ce projet-là, COVID, s'inscrit dans ce volet plus large de recherche. Donc, l'objectif de notre projet de recherche financé, c'est vraiment de potentialiser le leadership normatif de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, comment amener l'organisation à, mieux comprendre l'impact de ses actions normatives, des normes qu'elle élabore, et ensuite, avec cette meilleure compréhension qui est très faible en ce moment, c'est vraiment mentionné tant par l'organisation, les évaluateurs externes que le milieu universitaire. Là, on a peu d'actions, peu d'informations pour comprendre l'impact de ce qu'elle fait à cet égard-là. Une fois qu'on l'aura mieux compris, de vraiment donner des recommandations pour l'aider à le potentialiser, à le maximiser, afin d'améliorer sa gouvernance mondiale. On va le faire en procédant par une étude internationale qui va nous permettre justement de mieux comprendre l'action normative sur les normes internationales. Là, quand on parle de normes internes ou de droit interne, c'est vraiment le droit des États. Et comprendre l'impact de son action sur les normes internes, mais plus spécifiquement sur vraiment le droit interne des pays. Donc, on va aller d'une manière assez large comprendre toute l'action normative de l'OMS dans un terrain d'atterrissage précis qui est le droit. Quelles conclusions qu'on peut avoir sur son impact entre ces deux niveaux. Puis lorsqu'on regarde le droit, on regarde surtout les lois, les règlements et la jurisprudence de différents pays. Donc, on va faire cet exercice au sein de 7 pays différents pour avoir une compréhension plus large de cette transition normative. Parmi les retombées, c'est de fournir des connaissances pour épauler la gouvernance mondiale en santé, comme je le mentionnais, surtout considérant le manque patent de données dans ce domaine-là, alors que c'est fondamental comme rôle et seul l'OMS peut vraiment l'exécuter de cette façon-là. Mais aussi, plus largement, comprendre le rôle des normes comme levier de transformation dans les systèmes de santé. Donc, comment on peut vraiment mobiliser les normes de droit dur, de droit mou, finalement, pour arriver à certains résultats dans le domaine de la santé et d'un système de santé plus largement, plus précisément. On a une méthodologie qui comprend différentes phases. Ces différentes étapes vont nous permettre d'avoir des analyses tant quantitatives que qualitatives qui vont nous permettre de comprendre en gros 2 choses. Donc, la nature de l'atterrissage normatif en droit interne, c'est quoi la fréquence des citations, c'est quoi le contexte de référencement, quelle norme précisément est citée de l'OMS en droit interne. Puis, dans un deuxième temps, ce qu'on va vouloir faire avec notre méthodologie, c'est de comprendre le processus d'atterrissage des normes de l'OMS en droit interne pour identifier, dans le fond, quand ce transit se fait ou ne se fait pas, c'est quoi les considérations institutionnelles, politiques, sociales et organisationnelles qui vont moduler justement le recours à ces normes. Donc, très brièvement, je vois le temps passer. Désolée, Jean-Louis. Alors, les 4 phases. Tout d'abord, on a une analyse interprétative de la littérature interdisciplinaire sur les processus d'intégration et d'atterrissage des normes en provenant d'autres organisations internationales, puis d'autres domaines de discipline aussi. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces autres secteurs pour essayer de développer un modèle théorique de base, là, finalement, qui nous permet d'avoir ces facteurs et de comprendre en quoi ça pourrait s'appliquer ou pas à l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on s'appuie sur ce qu'on sait déjà, mais dans d'autres domaines et d'autres organisations. Ensuite, on veut comprendre l'étude de l'occurrence des références. Ce serait la deuxième étape de la méthodologie. Des instruments normatifs de l'OMS dans 7 pays qu'on appelle des études de cas, finalement. Donc, justement, pour ces 7 pays-là, c'est quoi la nature des normes qui sont citées, dans quel contexte, etc., et avec quel objectif, ultimement. Ensuite, on va conduire des entretiens semi-directifs dans les pays ciblés auprès des informateurs clés. Ça peut être des hauts fonctionnaires du ministère de la Santé, de la Justice, des agences de santé publique, des représentants de l'OMS, des informateurs clés, etc. Encore une fois, pour mieux comprendre les obstacles qui font que, ou les facteurs qui favorisent justement cette intégration des normes, qui nous permet d'avoir un portrait un peu plus complet et nuancé des 2 premières étapes. Puis ensuite, on va faire une analyse comparative là, de ces différentes histoires pour, encore une fois, mieux comprendre les facteurs qui peuvent faire que les pays, ça varie entre eux finalement dans leur intégration et ultimement de mieux modéliser notre modèle de départ pour avoir vraiment une vision la plus riche possible dans les circonstances du processus d'atterrissage des normes de l'OMS. Voilà, Jean-Louis. Il faut que tu arrêtes ton partage d'écran.
s'il vous plaît. Arrêtez le partage d'écran. Voilà. OK. Puis moi, je vais aller au mien. Là, ça donne aux auditeurs une petite pause. Ça s'en vient. Oui. Bonjour. Je vais vous présenter très brièvement les résultats. Là, je pense que Catherine a bien montré que le passage entre une recommandation de l'OMS, ses prérogatives au niveau du droit et tout, ce qui se fait au niveau des juridictions nationales, c'est un circuit compliqué qui est peu compris, peu étudié empiriquement, en fait, et un peu comme vous tous, on est sujet à toutes sortes de choses dans les médias sans qu'on sache trop ce qui se passe pour vrai. Le projet va avoir un horizon temporel beaucoup plus large, une série d'événements de santé beaucoup plus large que COVID-19. Là, on a saisi COVID-19 de façon opportuniste au sens positif du terme, en se disant, voilà une occasion de regarder un peu in vivo comment ce que décide l'OMS, comment ça a des répercussions ou non dans des juridictions nationales. Ce que je vais présenter, c'est 2 cas Canada-Brésil. Je vais les présenter autour de 2 traceurs. On en utilise 4, mais ce qu'on vous présente a l'air très simple, mais demande énormément de fouilles pour arriver à isoler les données qu'on a besoin. Je vais vous présenter donc les résultats autour de 2 traceurs. La fermeture des frontières, donc qu'est-ce que l'OMS dit sur la fermeture ou pas des frontières, et le fameux port du masque, qui, comme vous savez, a suscité, pas juste ici, mais un peu partout, des conversations. On est à un stade, je dirais, descriptif, donc ce qu'on a choisi de faire, c'est procéder par des chronologies, c'est-à-dire avec un raisonnement assez simple, faire une chronologie fine des décisions ou recommandations de l'OMS et voir après si elles se reflètent ou non dans 2 juridictions nationales, Canada-Brésil. On fait aussi France-États-Unis, mais je présente Canada-Brésil avec un argument assez simple. C'est que si c'est repris au niveau national, on statue qu'il y a convergence. Si au niveau national, on se distingue ou on est précurseur, c'est le niveau national qui initie un changement, bien, on va dire soit qu'il y a divergence ou qu'il n'y a pas alignement entre ce que prescrit l'OMS au début et ses implications pour ce qui se passe dans la gestion de la COVID au niveau national. Je reviendrai sur ces mesures-là qui sont embryonnaires et on a utilisé pour ça le site de l'OMS, incluant les autorités régionales de l'OMS, médias, journaux locaux et internationaux et des banques de données, sites Internet de gouvernements locaux et nationaux pour essayer d'avoir le maximum d'informations. Et là, on est à partir de données secondaires. L'étape suivante va être de faire des entrevues pour retracer le processus. Donc, je vous l'ai dit, on est dans des résultats préliminaires, donc on n'est pas bétonné côté évidence, mais c'est des intuitions plausibles ou très plausibles qu'on vous présente aujourd'hui. Là, vous voyez ici, vous avez chronologie de deux pays. C'est un exemple au niveau des différents marqueurs, c'est-à-dire que ce qu'on a fait, on recense les décisions principales. Par exemple, 30 juillet 2020, Canada décide de prolonger la fermeture des frontières. Le petit logo avion, c'est fermeture des frontières. Le masque, obligation du masque dans tous les lieux publics clos au Québec. 20 mai, l'Association publique de santé publique du Canada recommande le port du masque, ainsi de suite. On fait la même chose au Brésil. Il y a un enjeu ici parce qu'on joue sur 2 niveaux de juridiction implicitement, le niveau fédéral, incluant au Brésil, et le niveau de juridiction subnationale, les provinces ici et les États au Brésil.
qu'est-ce que ça donne lorsqu'on met ça en comparaison? Ici, vous avez à gauche les décisions de l'OMS, Advice, Interim Guidance, puis tous les autres. C'est les sources de la recommandation ou de la prescription normative. Et après, la façon d'établir l'alignement est simple. Ici, c'est un ordonnancement temporel. C'est que si le Canada décide quelque chose qui arrive après la recommandation de l'OMS, bien, on va établir qu'il y a une convergence, c'est-à-dire ils ont été informés. Ça ne veut pas dire que c'est la cause. La cause, on va le fouiller avec d'autres méthodes. Donc, si je prends un exemple ici, puis je ne vais pas toutes les passer en détail, 10 janvier, l'OMS, et vous allez le voir à travers, ici on est dans le traceur fermeture des frontières. Le 10 janvier, l'OMS dit qu'elle n'est pas favorable à imposer des restrictions aux voyageurs. On est vraiment en début de la pandémie. Et vous voyez, le Canada et le Brésil ont suivi un peu l'OMS au début à ce niveau-là. Et à partir du 25 mars, l'OMS, qui pour un ensemble de considérations qui sont à comprendre mieux, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on peut lire dans les médias, un peu comme disait Catherine, l'OMS opère à l'échelle globale et non d'une juridiction, doit tenir compte d'un ensemble de considérations qui sont à la fois scientifiques, politiques, d'acceptabilité, de recevabilité, de conséquences, non seulement pour la santé globale, mais aussi pour le fonctionnement des sociétés. Donc, on est vraiment dans un raisonnement mondialisé qu'elle doit faire. Puis là, je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que c'est une organisation qui a cette contrainte-là. Et on le voit, 25 mars, il y a toujours un appui limité aux restrictions au voyage et il y a incluant ici, donner très, très peu d'avis sur comment gérer les restrictions, le cas échéant, et elle suggère aux États de recourir à ce moyen-là un peu en dernière instance lorsqu'un État se convainc qu'il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre le même niveau de protection sanitaire en contexte de la pandémie. Et là, on le voit à la fois Canada et Brésil, même si le Brésil, vous voyez dans les journaux télévisés, comment je dirais ça, un style de leadership politique particulier en ce moment. On voit que les deux juridictions fédérales ont choisi de fermer leurs frontières et de ne pas autoriser finalement les déplacements transfrontaliers, outre le rapatriement des citoyens là, qui étaient déjà à l'étranger, qui devaient revenir soit au Canada et au Brésil, dont la personne qui vous parle fait partie. Dans le cas du Canada, je suis rentré le 18. Et donc, dans ce cas-ci, la convergence, on va l'établir à 0. Et là, vous voyez que dans la colonne OMS, l'OMS est restée toujours prudente pour ne pas, je dirais, donner un appui inconditionnel à la fermeture des frontières. C'est-à-dire, je dirais que ça progresse. On le voit entre 14 avril, 1er mai. C'est une question de doser. Donc, il y a l'idée d'une proportionnalité. Oui, c'est bien de considérer la fermeture des frontières, mais il faut gérer ça avec un ensemble de considérations. Fait que là, on augmente le niveau de convergence Canada-Brésil, étant donné le changement dans l'OMS, on établit à 50%. Tout ça est à raffiner, l'appréciation empirique, le score qu'on donne. Et on voit que, encore là, le 30 juillet, l'OMS propose un usage, je dirais, pondéré de la fermeture des frontières, ce qui nous maintient dans une situation de mi-convergence avec les États qui ont recouru, au moins Canada, Brésil,
à cette méthode-là assez tôt dans le processus et assez inconditionnel. C'est-à-dire, on ferme les frontières et vous le savez, moins un certain nombre de vols, c'est en gros ce qui prédomine comme politique au Canada encore. Si on regarde au niveau des masques, l'OMS, 29 janvier et 19 mars, dans ses interim guidance, ne fait pas la promotion du port de masque généralisé. Et là, il y a eu toutes sortes de discussions. Vous le savez, la communauté scientifique a souvent apporté, incluant dans des lettres ouvertes appuyées par plusieurs scientifiques, je vais appeler ça comme ça, des nuances face à la position de l'OMS. Le Canada converge, adopte finalement aucune mesure en faveur du port du masque, mais l'Agence de santé publique recommande le port du masque généralisé. Fait que là, il y a un peu dans une ambiguïté, puis quand on jouait avec le score, on se disait, ben c'est 0 si on regarde l'Agence de santé publique, parce qu'elle, assez tôt dans le processus, suggère un port du masque généralisé, mais le gouvernement canadien, qui a une voix indépendante de son agence, ne le recommande pas et ne l'impose pas. Le Brésil n'a pas adhéré à cette mesure en aucune façon et donc 100% en convergence avec l'OMS et l'État de Rio aussi, qui a connu une explosion des cas extrêmement importants. Le Québec, toujours 18 mars, n'adopte pas cette recommandation-là, donc est en convergence avec l'OMS. 6 avril, l'OMS apporte des nuances, ne propose pas le port du masque généralisé, mais fait un ensemble de nuances et suggère que les décideurs doivent l'appliquer avec une approche fondée sur les risques et une analyse fine des évidences. Et vous le voyez encore là, l'Agence de santé publique du Canada, elle dit qu'il y a deux critères et le type de masque et la distanciation sociale, mais recommande donc le port du masque. Le Brésil n'est pas actif à ce niveau-là. Et là, on voit que le Québec progressivement évolue, et vous le savez, après, avec, là, on a arrêté ici dans la chronologie, juste pour illustrer, mais le Québec a adhéré au port du masque dans tous les lieux clos depuis déjà plusieurs mois et plusieurs provinces canadiennes aussi, et le Canada, et là, vous le voyez en milieu scolaire, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on voit, c'est que les juridictions nationales gardent une souveraineté à l'égard de la politique de santé, c'est-à-dire qu'ils peuvent ou non s'aligner sur l'OMS. La façon dont on voit ça, puis on est vraiment sur des résultats, je dirais, non seulement des résultats préliminaires, mais des interprétations préliminaires, ça ne veut pas dire que l'un a raison plus que l'autre, étant donné ses contraintes dans la prise de décision. L'OMS reçoit des critiques qui sont légitimes par des comités d'experts ou même des coalitions scientifiques. On l'a vu dans les lettres publiques de scientifiques très crédibles et très nombreux, mais tient aussi compte d'un ensemble d'autres aspects qu'on va fouiller dans le projet empiriquement. Des aspects qui sont peu compris et peu compris de l'intérieur. Je dirais, on comprend peu de l'intérieur de l'OMS, ce qui les amène à plus ou moins s'aligner sur des choses qui peuvent paraître parfois avec les évidences plus souhaitables. Et je vais juste faire une anecdote. Là, je participe comme observateur à des réunions du réseau OMS sur les évidences dans le contexte COVID. Et dans des aspects très précis, l'OMS paraît avoir un rôle énorme, je dirais, de co-leadership avec différents groupes scientifiques dans le monde. Donc,
Donc, l'image est plus compliquée que ce que révèlent ces chronologies-là. Bon, vous le voyez ici, c'est la suite sur les masques et Québec, 18 juillet, en imposant le port du masque et un peu plus tôt dans les transports publics et le port du masque aussi au Canada au niveau fédéral. Bien, on voit qu'il y a une convergence en partie avec l'OMS qui devient plus favorable avec le port du masque, mais sans vraiment le recommander. Fait que là, on va faire 4 types de conclusions. Peut-être je peux laisser, Catherine, mon screen, la diapo. Catherine va revenir sur des aspects qui étaient liés à toute l'introduction qu'elle a fait sur le leadership normatif de l'OMS. Puis moi, je vais faire des points qui vont lier à notre recherche empirique en cours et à venir. OK. Merci, Jean-Louis. Là, évidemment, c'est des conclusions préliminaires. On n'a pas fait la démonstration exhaustive de ça, donc vous allez devoir un peu nous croire sur parole, même si c'est encore préliminaire, là, mais parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Mais tout d'abord, ce qu'on constate, surtout dans le contexte du COVID, mais c'est déjà un enjeu et c'est ce qui nous préoccupait, qui nous a amené à faire le projet de recherche, c'est que vraiment l'intégration des normes de l'OMS, même celles qui sont contraignantes, donc normalement sur le plan formel d'avoir un impact direct, est vraiment à géométrie variable. Donc, il y a une espèce de pick and choose dans le droit international qui affaiblit beaucoup, en fait, l'action normative de l'organisation et ultimement sa légitimité. Puis, notre hypothèse à ce moment-ci, c'est qu'en contexte d'urgence, cette géométrie variable est encore plus apparente. Les facteurs politiques et autres vont rentrer en ligne de compte d'une manière vraiment importante, puis des fois à l'encontre finalement de ce respect de l'ordre normatif international. Là, on est en train de faire des hypothèses sur c'est quoi ces facteurs-là, puis on va pousser un peu plus loin, évidemment. Aussi, contrairement à ce qui a été véhiculé par les médias, en tout cas du moins, surtout au début de la pandémie, par certains représentants étatiques, le leadership normatif de l'OMS, donc sa capacité de mobiliser les normes pour en assurer l'application, du moins espérer l'application, est a priori suffisant, c'est-à-dire sur le plan quantitatif du moins. Ce que ça veut dire, c'est que l'OMS, contrairement à ce qu'on a mentionné, a été très cadencée dans sa production normative pendant la pandémie. Elle a émis là, un paquet de recommandations, des normes. Elle a suivi en fait les prescriptions du règlement sanitaire international. Sur le plan quantitatif, vraiment, elle a été active. Puis quand vous voyez la chronologie de l'OMS, ça devient plus évident. Donc, ceux qui disaient que l'OMS ne faisait rien, là, je pense que ça serait faux sur le plan des données que nous avons. Après ça, est-ce qu'elle a agi d'une manière adaptée? Ça, c'est là que ça pose plus de problème. Tant sur le plan de la forme, on pense que le leadership n'est pas adapté. Puis je vous l'ai mentionné au début, c'est qu'en temps de crise, est encore plus critiquée l'Organisation mondiale de la santé. Puis ce qu'on voit quand on regarde la littérature, c'est qu'en temps de crise, les gens veulent s'appuyer sur un leadership fort, avec des prescriptions encore plus fortes. Puis l'OMS est toujours resté un peu dans ce flou mou, si je peux prendre l'expression pas très chic, et qui a fait finalement, qui a créé probablement une insatisfaction ou une perte de légitimité de l'organisation. Donc, on va essayer d'étudier un peu plus ce style de leadership-là, puis est-ce que l'OMS finalement pu suivre les attentes en matière dans un contexte de crise. Ensuite, les suivis aussi, ce leadership normatif-là, même s'il est cadencé sur le plan quantitatif, l'OMS, c'est mentionné sur son site, lorsque les États s'écartent d'une recommandation de l'OMS, notamment dans le temps de la pandémie, les États doivent en informer l'OMS et justifier. C'était très peu fait, puis l'OMS fait juste dire je vous invite encore une fois à me transmettre vos justifications, ce que les États faisaient très peu. Donc, cette capacité d'avoir un leadership aussi qui l'amène à suivre les recommandations et exiger des États qu'ils respectent leur engagement est faible. Voilà. Peut-être point 3, point 4, et je ferai juste une petite note sur le point 2 que vient de terminer Catherine. Toute cette question-là de l'appui à l'implantation est majeure et vous le savez, ce n'est pas tous les pays qui sont des pays à haut revenu dans le monde et il y a une attente de beaucoup d'États
quand on observe d'un peu plus près les activités de l'OMS pour qu'il y ait non seulement des recommandations raisonnables, mais qu'il y ait aussi un appui à leur implantation de façon plus active. Pour le point 3, encore là, lorsqu'on observe des comités ou des activités, là, je parlais du réseau Évidence de l'OMS COVID-19, on remarque que l'OMS a un leadership scientifique interne et est en relation aussi avec énormément de réseaux scientifiques. Et c'est peut-être une partie qui reste méconnue en dehors d'un public d'experts et qui doit être mieux compris, peut-être mieux mobilisé aussi, si on espère que notre recherche nous donnera des clés là-dessus, mais être mieux compris, c'est-à-dire il ne faut pas penser que si l'OMS, comme je disais tantôt, ne recommande pas la fermeture des frontières de façon ferme, qu'elle n'est pas informée des évidences. Des fois, on peut lire des caricatures dans les médias qui sont en dehors je dirais, de la réalité de cette organisation-là. Le point 4, c'est, et ça, on le découvre de plus en plus dans ce projet-là, c'est l'importance de développer un regard informé sur le rôle de l'OMS dans le façonnement des politiques de santé. Et je dirais à deux niveaux. Il y a on le dit comme ça, là, parce que le temps file, la stratégie de communication de ce que fait l'OMS reste probablement largement déficiente. Et c'est très peu connu ce que fait l'OMS, en gros. Et deux, du point de vue de la recherche, il y a très, très peu de données empiriques pour ouvrir la boîte noire du fonctionnement de l'OMS. Par exemple, Catherine disait tantôt, ce qu'on a comme données sur l'analyse ou l'évaluation de l'OMS, c'est beaucoup les rapports d'auto-évaluation des États. Il y a vraiment un besoin d'aller plus loin et de rentrer dans la machine de décision de l'OMS et dans la manière dont elle configure ses rapports avec des États qui sont souverains de leur politique de santé. Et deux, comment elle équilibre une organisation internationale qui a des représentants nationaux qui siègent d'office, qui ne sont pas nécessairement des scientifiques, je vais dire ça comme ça, et avec toute la participation dans des réseaux scientifiques que l'OMS a et aussi sa capacité de mobiliser la science à des fins d'encourager des politiques sanitaires globales fondées sur les évidences. Donc, j'arrêterai là. Pour nous, on vous présentait ça. C'est vraiment un réchauffement en vue d'espérer vous faire quelques présentations avec des résultats beaucoup plus sophistiqués à la fin de la prochaine année et la suivante. Donc, merci. Merci. Merci beaucoup. Je vais enlever mon partage. Oui, pour l'instant, peut-être qu'il y a des gens qui demanderont de revoir certains des éléments. Alors, merci beaucoup pour cette présentation qui aiguise notre curiosité d'une part, mais qui nous donne anticipation pour la suite des choses. Il y a déjà deux questions qui apparaissent dans le chat. Je vais les lire dans une minute, mais j'aimerais aussi inviter les autres personnes qui sont présentes. Ne gênez-vous pas, prenez le chat et posez vos questions. Il nous reste environ une quinzaine de minutes, donc on a du temps pour échanger et profiter des lumières de Catherine et de Jean-Louis. Alors, une première question nous vient de Cécile Petitgan, qui dit bonjour et merci pour le projet qui est extrêmement intéressant. Alors, Cécile souhaite savoir si vous allez tenter de dégager les facteurs économiques, socioculturels, politiques, etc., qui favorisent ou limitent l'intégration des normes de l'OMS dans le droit interne des États. Jean-Louis, je peux répondre à ça, puis après, je te laisserai, parce que, bon, on nous a présenté le projet plus large, puis après, il y a comme à cause du contexte actuel, on a saisi l'opportunité pour étudier avec la temporalité le contexte COVID, là. Dans le projet plus large, clairement, c'est ça qu'on veut comprendre. J'ai dit, dans le fond, on veut comprendre l'occurrence, quel genre de normes sont reprises, etc., dans le droit notamment, mais aussi on veut comprendre le processus de transmission des normes. Puis,
Pour comprendre ce processus-là, on va avoir besoin de ces facteurs-là. C'est essentiel pour nous. On va le faire notamment sur le plan méthodologique à la première étape, lorsqu'on regarde les autres organisations internationales, qu'est-ce qu'on peut tirer de la littérature, de l'expérience, la contribution scientifique sur cette connaissance des facteurs qui influent sur le développement et l'intégration des normes. Donc, on va le faire à cette étape-là, essayer de tirer puis voir en quoi ça s'applique ou pas à l'OMS, en quoi l'Organisation mondiale de la santé est distincte ou pas pour nous aider à bâtir un modèle de base. Mais aussi, les entretiens que nous allons faire semi-directifs visent exactement à répondre à cette question-là. Donc, ça serait d'interroger les gens pour comprendre mais pourquoi vous n'avez pas appliqué la norme de l'OMS, même si vous étiez tenu. Qu'est-ce qui a limité votre action? Alors, puis aussi, on va comparer même sur le plan juridique. Est-ce qu'une fédération qui a des États relativement indépendants, dans le fond, constitue sur le plan juridique un obstacle à cette intégration? Donc, tout ça va être évalué, là. Jean-Louis, est-ce que... Juste brièvement, on va le faire dans 7 juridictions, évidemment, pas dans tous les pays du monde. Et on a dans ce mix-là des juridictions avec système politique fédéral et non fédéral, des États fédérés et non fédérés. Excellent, merci. Il y a une deuxième question qui nous vient de la part de Félix Rigoli, qui dit la chose suivante. Je ne sais pas comment prendre en compte l'instabilité des connaissances scientifiques et épidémiologiques, en dehors de l'OMS évidemment, en tant que moteur de cette chronologie. Est-ce que ça peut être considéré comme des ordres variables en temps de guerre comme des normes? OK. Veux-tu que j'aille, Catherine? Bonjour, Félix. Félix a travaillé plusieurs années à l'Organisation panaméricaine de la santé, dans les politiques de santé au bureau de PAO, Brasilia. Si je saisis bien la question, Félix, c'est une variable importante, l'instabilité et l'évolution des connaissances, clairement. Ça varie probablement d'un traceur à l'autre. Par exemple, on le voit là, dans la question sur les aérosols, jusqu'où ça projette, quand, comment, en quoi c'est lié aussi à la nature des systèmes de ventilation. Et je le vois dans un autre réseau d'évidence, le COVID-END, END, qui est un réseau international où, je dirais, la vélocité des connaissances joue beaucoup sur la capacité à formuler des recommandations, à les changer, à les communiquer clairement aussi. Donc, oui, si j'ai bien saisi la question, c'est un facteur important. Oui. Catherine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? C'est bon. Il y a Manon Choignard qui pose la question. Qu'est-ce qui a déterminé le choix des 7 pays en question? OK. Salut, Catherine. Oui, d'accord. Alors, il y a différentes considérations. On voulait des pays qui avaient des systèmes de santé publique. Ensuite, on voulait une répartition géographique qui représente un peu plus les réalités, finalement, d'une manière un peu plus complète, là, relativement, du monde. Donc, dans l'axe nord, sud et tout. Puis aussi, ce qui était vraiment important, c'est comme on va, entre autres, vraiment explorer l'atterrissage des normes de l'OMS en droit interne. Il fallait, puis là, droit interne, j'ai expliqué qu'on parlait de jurisprudence, les lois et les règlements. Il faut avoir des pays qui ont des banques de données juridiques accessibles publiquement et fiables, qu'on puisse comparer des pommes avec des pommes, finalement. Donc, voilà ce qui a déterminé notre choix. On a aussi des partenaires dans des institutions de recherche qui vont nous épauler finalement dans ces différentes régions qu'on a identifiées. Si jamais ça devient problématique, même si on a fait nos recherches là, à ce stade-ci pour voir la faisabilité, on trouvera un autre pays, mais qui respectera encore une fois ces critères-là. Excellent. Oh, excuse-moi, Jean-Louis, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Juste, il y a une question qui n'est pas dans le chat, mais dans le Q&A. Oui, je viens de l'apercevoir, justement. Merci. Alors, la question nous vient de Michel Stanton-Jean, qui dit la chose suivante. Ayant représenté le Canada à l'OMS, je crois que le rôle de la société civile est extrêmement important sur l'implantation. Allez-vous prendre cela en compte?
Oui, bonjour Michel. On va le prendre en compte dans les 7 case studies, là, les cas approfondis de juridiction. C'est-à-dire, on va regarder les facteurs institutionnels, politiques, organisationnels, légaux qui influencent le cheminement de l'OMS à la juridiction nationale. Fait qu'on va le regarder dans la mesure du possible de cette façon-là, incluant les mécanismes de participation politique dans les États concernés. Oui, Catherine, vas-y. Bonjour Michel. Alors, mais c'est vrai ce que mentionne Michel, puis la dynamique de l'Organisation mondiale de la santé fait que souvent, même c'est vraiment... La première recommandation qu'on va faire à l'OMS, c'est de faire le ménage dans son site web pour qu'on ait accès aux données. C'est vraiment, vraiment difficile, là, c'est incroyable. Mais ce qu'on réalise, c'est que souvent, les rapports qui sont un peu enfouis dans le système de l'Organisation mondiale de la santé, qui font état finalement des forces et des faiblesses des pays, surtout en auto-évaluation, ce qu'on réalise, c'est que c'est beaucoup la société civile, effectivement, qui reprend ces rapports-là puis qui demande des comptes à leur propre État, disant « vous avez été mauvais là-dessus, vous avez été bon ». Bon, c'est vrai que cette dynamique-là est extrêmement importante dans le cadre de l'activation, finalement, de l'influence de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, je pense que dans les facteurs plus larges aussi, là, même sur le plan de la littérature, ça va ressortir cet aspect-là. Puis nous, on va aussi tenter de le faire ressortir. Et si je reviens à la première question qui était « allez-vous prendre en compte les facteurs A, B, C, D », dans des juridictions fédérées, il se peut qu'il y ait des juridictions, je ne sais pas, subnationales en anglais, sous-nationales, qui sont plus progressistes que d'autres aussi. On le voit dans l'État canadien, on le voit au Brésil aussi, dans d'autres juridictions. Donc, ça aussi, ça fait partie pour nous d'une variable d'intérêt. Il nous reste encore à peu près 6 ou 7 minutes, donc j'invite encore les gens à poser des questions s'ils en ont, mais je me permets une question aussi, puisqu'il n'y en a pas d'autres qui sont en attente, et je ne sais pas si elle est pertinente, mais vous avez bien mis en relief le fait qu'il y a une espèce d'arbitrage ou d'équilibre entre les données scientifiques et le politique et l'acceptabilité et ainsi de suite. Et je me demande de quelle façon vous allez tenir compte d'événements comme ceux qu'on a connus ce matin même, là, à savoir, à la fin du mois de mai, le président des États-Unis a retiré son appui et surtout le financement à l'OMS, supposément parce qu'il n'était pas content de la façon dont l'OMS menait les choses pour la pandémie, d'une part, mais quand les chefs d'État comme Boris Johnson et ce matin Trump et Bolsonaro du Brésil ont été atteints par la COVID-19, quelle est la place que ça prend dans une réflexion comme ça? Est-ce que vous avez des choses et est-ce que ça va faire partie de l'analyse que vous allez faire comme des événements charnières dans l'évolution de la chose? Bien, je ne sais pas. Tu veux-tu gérer, Catherine? Oui, j'irai après. Ouais, vas-y. La question du leadership politique est importante, puis on sait que ça peut être des événements très personnels qui, des fois, vont modifier l'attitude ou l'approche. Probablement qu'un cas très près de nous, c'est l'Ontario, où on est devant un premier ministre qui, avec des considérations assez personnelles, je vais dire, a évolué, c'est peut-être pas le bon terme, mais a évolué dans son attitude et son approche. Ça fait partie aussi des facteurs, ça, la nature du leadership politique en place et plus largement, sans être idéologique, il y a des leaders politiques qui portent un projet peu favorable à des développements collectifs, disons ça comme ça, et même à un État qui intervient. Et Félix qui a posé une question, c'est ses champs de recherche. Ben oui, on va regarder ça. Merci, bonne question. Catherine? Non, mais peut-être juste un commentaire général en lien avec ça. Mais tu sais, c'est sûr que, dans le fond, je pense que les juristes, on a tous notre moment un peu de déception dans la vie où on se dit, finalement, le droit international, on pensait que tout se réglait par là, mais
finalement, c'est un peu fragile, un peu beaucoup le droit international, parce que sa dynamique, c'est beaucoup de... On indique des normes qui s'adressent aux États. En principe, les États y adhèrent, à moins qu'ils s'excluent du processus. Après ça, comment ça marche? C'est qu'ils doivent l'intégrer dans leur droit à eux pour vraiment donner la pleine puissance du droit international. Donc, que les deux se parlent, mais ça demeure un processus interne, ultimement, pour vraiment assurer son efficacité. Donc, ça, c'est comment s'assurer que c'est vraiment fait. Déjà, c'est un enjeu. Ce qui fait aussi que beaucoup de l'efficacité du droit international, en mesure où on y croit, là, à l'objectif du droit international, c'est de vraiment mettre j'ai perdu mon idée, excusez-moi. Mettre en relief, finalement, c'est ça, je te dis, OK. C'est de vraiment, ça s'appuie beaucoup sur la légitimité. C'est vraiment une dynamique de légitimité, on y croit. C'est pour ça que je disais l'importance de ne pas faire du pick and choose, parce qu'à chaque fois, on fragilise le droit international. Et cette légitimité-là, elle est tributaire, entre autres, d'une action vraiment bien orchestrée des organisations internationales qui s'appuient sur des données probantes, une action qui fait du sens, qui est vraiment connectée finalement aux besoins des États jusqu'à un certain point, mais vraiment très rigoureuse. Puis plus on fragilise cette légitimité-là, plus on affaiblit toute cette espèce de lien, ce tissu du droit international, puis comment ça peut impacter finalement le droit interne. Et c'est pour ça que les acteurs politiques, quand ils prennent des options aussi dramatiques comme le fait Trump, même s'ils soulèvent des enjeux importants, bon, c'est rare que je dis les deux en même temps, là. Finalement, c'est quand même, c'est vraiment un enjeu, là, clairement. Mais il faut qu'il soit légitime. Puis pour ça, il faut qu'on comprenne quand est-ce qu'il est bon, quand est-ce qu'il est moins bon, quand est-ce qu'il est efficace, les résultats de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et d'ailleurs, les membres de l'Organisation mondiale de la santé, finalement, les gens qui assistent, qui représentent les pays, ont dit, mais ça sert à quoi ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut mesurer? Ça, je pense que ça va être une étape importante. Et peut-être juste en complément, même en situation de légitimité élevée, il y a toujours un fil national qui est multiple, qui est institutionnel, qui est politique, qui est sociologique, qui est culturel, qui dépend aussi des niveaux de développement économique et ainsi de suite. Tu as vraiment ces deux côtés-là de l'équation. Puis juste pour ajouter vite aussi, pour pas nous laisser sur pas nous laisser sur une note un peu trop décourageante, là, mais ce qu'on réalise quand j'ai fait entre autres des études sur le Canada et la France pour voir quand est-ce que les normes de l'OMS, justement, à l'interne, avaient vraiment de l'impact, étaient reprises par les tribunaux et tout ça, ce qu'on réalise, c'est que même si le gouvernement n'est pas toujours bon élève dans l'intégration des normes de l'OMS sur le plan formel juridique, ça entre beaucoup, notamment en droit, par la voix des experts. C'est pour ça que Jean-Louis mentionnait la nécessité de mobiliser plus les réseaux d'experts. C'est qu'on réalise que devant les tribunaux, souvent, lorsque les gens se présentent pour différents dossiers, les experts en santé vont beaucoup citer l'OMS. La légitimité est plus naturelle pour les experts dans certains domaines de référer à l'OMS et ça entre, outre le processus formel, par la voie justement de ces expertises-là devant le tribunal. Et là, les tribunaux reprennent tel que l'expertise a démontré, l'OMS nous invite à respecter tel standard. Donc, c'est comme un chemin un petit peu plus informel qui est assez puissant, finalement. En tout cas, on va l'évaluer plus solidement, là, mais a priori, avec ce que j'ai fait, puis ce qui a déjà été dit en droit international, cette voix des experts-là est vraiment importante. Elle vient vraiment agrémenter ou s'imbriquer dans la voie politique avec les États plus formels pour donner de la puissance, finalement. Excellent. Alors, il est maintenant 13 heures, donc le temps prévu pour notre événement s'est écoulé. Je me permets de mentionner un dernier commentaire qui nous vient de Mylène Breton, qui vous dit un grand merci pour l'excellente présentation, qui ont très hâte à la prochaine conférence sur les résultats. Et je me joins donc à Mylène et certainement toutes les personnes qui ont participé pour vous dire un grand merci pour cette présentation et vous lancer une invitation pour une autre présentation parce qu'on a très hâte de voir la suite des choses. Merci beaucoup. Merci Lise pour l'invitation. Merci Lise. Excellent. Merci. Au plaisir et bon après-midi à toutes.